projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité, c'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Nous vous proposons aujourd'hui de suivre la deuxième partie de l'interview que nous a accordée Slim Halbous, le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Cet universitaire et ancien ministre de l'enseignement supérieur en Tunisie nous en dit plus sur son expérience et sur ses projets pour l'Afrique subsaharienne. C'est notre invité du jour. J'ai toujours beaucoup travaillé en Afrique et encouragé la mobilité internationale, notamment universitaire, étudiants, enseignants, chercheurs en Afrique. Et donc quand j'étais ministre, j'ai eu la possibilité de le faire encore plus en mettant toute une politique de mobilité internationale des étudiants d'Afrique subsaharienne pour le Maghreb et en particulier en Tunisie. L'éducation à la maison par temps Covid, l'Ouganda a vécu l'expérience à travers les programmes de télévision de Tante Jovita, une enseignante d'exception. S'occuper des enfants est une passion et j'aime les enfants tels qu'ils sont. Et si je peux rendre un enfant heureux, pour moi c'est une bénédiction. Le football au secours des bidonvilles dans la banlieue de Nairobi au Kenya, ce club conjugue sport et mission sociale pour aider les jeunes. Si vous prenez quelque chose à la communauté, il faut aussi savoir le lui rendre. C'est pourquoi nous avons décidé de nous investir dans un projet communautaire en prenant le foot comme point de départ. Le 18 mars 2020, le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, annonçait la fermeture des écoles du pays en raison de la pandémie de Covid-19. Une situation vécue avec grande difficulté par de nombreux parents du continent pendant des mois interminables. Mais en Ouganda, une enseignante connue sous le nom de Tante Jovita a décidé de lancer des programmes de télévision à l'intention des enfants confinés à la maison. Une source de réconfort pour les enfants comme pour les parents, ainsi que l'a constaté notre correspondant à Kampala, Kenny Kizer. Je m'appelle Jovita Arjuna Bangwa, mais les enfants me connaissent comme Tante Jovita, une amie des enfants dans ce pays. S'occuper des enfants est une passion. Et j'aime les enfants tels qu'ils sont. Et si je peux rendre un enfant heureux, pour moi, c'est une bénédiction. Quand je vois un enfant sourire, montrer un signe de bonheur, de joie, c'est formidable. La décision de fermer les établissements scolaires suite au premier confinement en mars 2020 a eu un impact négatif sur les écoliers ougandais, une population estimée à 15 millions d'enfants. Cette mesure drastique a été prise pour empêcher la propagation rapide de la Covid-19. Il serait sage d'annuler temporairement cette politique constitutionnelle en fermant toutes les écoles pré-primaires, primaires et secondaires, ainsi que toutes les universités. Les parents n'avaient pas d'autre choix que de recourir à l'enseignement à domicile, un système totalement étranger aux parents ougandais qui s'est avéré très compliqué pour de nombreuses familles. Ainsi, cela a incité une éducatrice passionnée connue sous le nom de Tante Jovita à intervenir et à proposer une alternative en concevant des messages à la radio et à la télévision à l'intention des enfants des écoles primaires et de la maternelle. D'abord, je l'ai remarqué avec mes enfants. Ensuite, les parents qui n'arrêtaient pas de m'appeler pour me demander « Tante Jovita, pourrais-tu enregistrer un message vocal et parler à mes enfants? Peut-être qu'ils t'écouteront, qu'ils comprendront ce qui se passe. » J'ai alors proposé des messages grâce à l'Uganda Broadcasting Corporation qui a diffusé ces enregistrements à travers de nombreuses stations de radio locales. Ces messages étaient destinés aux enfants afin qu'ils se sentent impliqués, qu'ils comprennent la situation, qu'ils ne se sentent pas exclus du système, qu'ils ne soient pas laissés pour compte pendant cette pandémie et qu'ils ne soient pas oubliés après. La fermeture des écoles en Ouganda a non seulement affecté l'éducation des enfants, mais aussi d'une certaine manière l'alimentation des enfants, leur développement social et dans une certaine mesure leur protection, notamment contre la violence dans certains foyers. Chaque jour passé loin de l'école,
stressent les enfants et génèrent de l'anxiété et de la frustration en raison du manque d'exercice, de jeu et d'interaction avec leurs camarades. 15 millions d'enfants sont restés à la maison. Ils se sont mis à souffrir d'anxiété ou de stress. Ils ont eu peur. Ils ne savaient pas quand les écoles rouvriraient, s'ils retourneraient un jour à l'école voir leurs amis, leurs professeurs, faire des activités. Vous savez, par exemple aller à des fêtes d'anniversaire, nager. Donc il y avait beaucoup d'anxiété parmi ces enfants. Et malheureusement, beaucoup de personnes communiquent uniquement aux adultes, pensant que les informations seront transmises aux enfants. Mais les enfants ont besoin qu'on leur parle directement. Voici quelques-uns des épisodes télévisés créés par Tante Jovita et diffusés quotidiennement sur les chaînes de télévision gouvernementales. Les messages visaient à responsabiliser et à donner aux enfants l'espoir que tout n'est pas perdu pendant la période de pandémie de la Covid-19. Et cela pourrait être l'un des projets que vous faites pour vous-même. Vous pouvez avoir des lapins, des poules, et d'ici la fin du confinement, vous pourriez avoir votre propre projet. Déléguer des responsabilités est une pratique courante en Afrique où les parents laissent leur rôle parental aux enseignants, aux femmes de ménage et aux proches. Tante Jovita voit l'arrivée de la pandémie de Covid comme un signal d'alerte pour que les parents prennent conscience de leur rôle crucial dans l'éducation de leurs enfants. Mais pendant le confinement, vous êtes sous un même toit, même dans une toute petite maison d'ailleurs, pas de place. Vous vous énervez et vous voyez toujours les mêmes personnes. Et vous devez faire avec, s'accommoder les uns les autres. Donc c'est pendant ce temps qu'il faut apprendre aux enfants comment s'accommoder les uns les autres, comment s'apprécier, comment partager le peu en notre possession. Et vous savez aussi apprendre comment aimer Dieu. C'est un moment où nous devrions prier plus en famille, plus que jamais, quelle que soit la religion. Et aussi, enseigner à nos enfants ce que nous savons de notre religion, afin que lorsque les écoles s'ouvrent et que nous revenons à la normale, notre mode de vie d'avant, nous sentons que nous avons fait quelque chose pour nos enfants. À en juger par les commentaires positifs des parents, Tante Jovita est heureuse que ces messages soient bien reçus et appréciés. Nous avons des parents qui disent « Au moins, Jovita, quand tu parlais de ne pas traîner, eh bien mes enfants sont toujours à l'heure à la maison. » Et ce qui est drôle, c'est certains messages où je disais « N'allez pas seul dans les magasins, ne pas marcher seul la nuit. » Car même dans certaines de nos familles, lorsque nous n'avons pas de sel, vers 18h, quand les parents cuisinent, alors ils t'appellent « Jovita !» et tu cours au magasin pour acheter du sel. Mais là, l'enfant répond « Mais tante Jovita a dit qu'on ne devait pas aller seul au magasin la nuit, maman. » En fin de compte, tous les parents ougandais attendent avec impatience la réouverture des écoles pour voir également les jeunes des écoles primaires revenir après près de 2 ans sans regarder ce tableau noir. En particulier, ceux qui ne peuvent pas se permettre des cours en ligne. Je vous le disais en titre, notre invité du jour ne manque pas d'idées pour faire avancer le monde universitaire en Afrique subsaharienne. Slim Halbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, travaille de longue date sur les thèmes de la mobilité internationale et de la coopération Sud-Sud. Il a expliqué à nos journalistes Laurent Soustras et Lionel Cauchois comment il allait ancrer ces questions dans la nouvelle stratégie universitaire francophone. Professeur Slim Halbous, dans votre carrière précédente, vous étiez professeur d'université en gestion d'entreprise, vous avez dirigé HEC Carthage. C'est de là qu'est venue cette mission de lier de manière plus étroite l'université et la sphère économique ainsi que les sciences? Oui, forcément, quand on est gestionnaire, à la base, on est sensible à cette question. Gestionnaire et universitaire, on a toujours cette envie de rapprocher les deux mondes. Mais effectivement, j'ai eu la chance de diriger la première école de commerce en Afrique, qui était HEC Carthage. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de diriger le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans mon pays. Et donc, j'ai eu la charge de ce rapprochement. C'est un rapprochement absolument nécessaire pour justement donner cette dimension économique dont on parlait tout à l'heure à l'université, qui est une dimension centrale pour le développement des pays. Et aujourd'hui, il faut que l'innovation dans la recherche soit au service de l'économie des pays. Et je pense que nos universités sont capables de jouer ce rôle pleinement.
Vous l'avez dit, vous avez également été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie. Qu'avez-vous retenu de cette expérience de portefeuille dans un gouvernement ? Ce qui était le plus intéressant, c'est la différence de vision entre les décideurs et les jeunes. L'avantage d'avoir été un enseignant pendant plusieurs années, d'avoir vécu de près avec les jeunes, c'est d'avoir cette vision avec les yeux des jeunes. Et toutes les réformes qu'on propose, tous les changements qu'on propose doivent converger vers l'étudiant comme pivot du système, ce qui n'est pas forcément le cas. Et c'est cette résistance face à la mise au milieu du système de l'étudiant, due à un système ancien, qui est peut-être le plus difficile à gérer. Et c'est ce qui est à la fois le plus grand défi à avoir. Le deuxième élément aussi très intéressant, c'est une prise de conscience encore plus grande de la dimension internationale. Quand on est ministre, on est confronté aux échanges à l'international avec des pays qui nous ressemblent, des pays qui nous ressemblent moins, des pays avec qui on a des partenariats importants, d'autres moins, etc., très différents. Et cette différence nous permet de prendre encore plus conscience de la nécessité d'une collaboration internationale. C'est peut-être les deux éléments qui sont les éléments les plus marquants dans une carrière par rapport au contenu de ce qu'on faisait, bien sûr. Vous avez aussi mené une politique de facilitation de la mobilité des étudiants d'Afrique subsaharienne. Quels sont plus particulièrement vos projets pour l'Afrique subsaharienne ? J'ai toujours beaucoup travaillé en Afrique et encouragé la mobilité internationale, notamment universitaire, étudiants, enseignants, chercheurs en Afrique. Et donc quand j'étais ministre, j'ai eu la possibilité de le faire encore plus en mettant toute une politique de mobilité internationale des étudiants d'Afrique subsaharienne pour le Maghreb et en particulier en Tunisie. On a fait des facilitations par la création d'une agence d'accueil, mais surtout on a permis aux universités publiques qui ne pouvaient recruter qu'à travers le système public, de recruter directement les étudiants internationaux et en particulier les étudiants africains. Nous avons mis en place un système de bourse qui est très efficace par rapport à des pays avec lesquels on voulait collaborer, mais surtout par rapport aux spécificités qui sont des spécificités en relation avec les besoins des pays d'origine. Et ça, c'est très important pour la collaboration sud-sud entre nos pays. Et donc, beaucoup d'actions comme ça. Mais l'idée, c'est que les étudiants africains aujourd'hui peuvent aller dans des universités du Sud, qui sont d'un bon niveau, sans être obligés d'aller dans des pays du Nord où c'est extrêmement cher. Et, le niveau de vie est acceptable, le niveau universitaire est assez bon. Et après, ils reviennent chez eux avec un bagage non seulement de qualité, mais surtout adapté aux réalités africaines. Et ça, c'est très important de le renforcer. Alors, étant conscient de cette nécessité d'une collaboration sud-sud importante, lorsque j'ai pu étaler cette politique au niveau plus grand, plus international, à l'AUF, puisque nous avons, vous savez, nous avons plus de 40 pays africains où nous avons des bureaux, où nous avons des équipes, où nous avons des universités membres. 400 universités africaines sont membres de l'AUF. Nous sommes de très loin le premier réseau africain également, parce qu'on parle toujours de l'AUF comme le premier réseau universitaire au monde, mais on est surtout les premiers en Afrique. C'est le continent où nous avons le plus de membres. Et donc la possibilité de faire encore plus de mobilité, encore plus de partenariats interafricains, aujourd'hui, elle est au top. Et nous avons mis très clairement dans notre stratégie comme priorité ce partenariat sud-sud, ce partenariat interafricain. Lorsque vous êtes perdu, explorez. Lorsque vous êtes bloqué, innovez. Lorsque tout est fermé, construisez. En période de récession, accélérez. Il est temps de trouver des opportunités, de s'unir et de créer de nouvelles affaires, de suivre les investissements et conclure des transactions. Rejoignez-nous au Forum africain de l'investissement 2021 du 1er au 3 décembre prochain, en ligne ainsi qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et investissons dans l'avenir de l'Afrique. Reconstruisons le continent de manière audacieuse, plus verte et plus vite. Se mobiliser. Réinventer. Continuer à avancer. Pour nos 175 000 entreprises clientes en Afrique, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir. Société Générale.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Enseigner autrement est une réalité au Kenya. Mathare, ce club sportif, pas tout à fait comme les autres, est situé dans un vaste bidonville de la banlieue de la capitale Nairobi, où vivent 90 000 personnes sans accès aux services d'eau ou d'électricité. Son objectif, structurer une jeunesse démunie aux moyens d'activités sportives et de services à la communauté. Réussite sportive et expérience de vie sont au rendez-vous des résultats. Regardez. Mathare est l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique. Ce quartier immense et déshérité de la banlieue de Nairobi, au Kenya, cumule tous les problèmes des cités délaissées. Criminalité, drogue, sida et des millions de tonnes d'ordures qui menacent la santé des habitants. C'est également ici qu'est né le Mathare Youth Sport Association, un club sportif qui a changé le quotidien de milliers de jeunes et bouleversé la vie des habitants. Si vous prenez quelque chose à la communauté, il faut aussi savoir le lui rendre. C'est pourquoi nous avons décidé de nous investir dans un projet communautaire en prenant le foot comme point de départ. Après avoir parlé de toutes les possibilités, nous avons décidé que le vrai problème dans les bidonvilles, c'est tous les déchets qui traînent et qui tuent les gamins. L'idée, simple, est d'encadrer les jeunes autour d'un sport, le football, et de les mettre au service de la communauté. Un samedi par mois, chaque équipe descend dans la rue avec pelle et pioche à la place du maillot et collecte les ordures. Au début, en 1987, il y avait 27 équipes. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000 pour 14 000 joueurs. Officiellement, Mathare est devenue la plus grande association sportive de jeunes du continent africain. Officieusement, elle doit également être la plus grande organisation de collecte d'ordures. Victor a 16 ans, il joue au foot depuis qu'il marche. Il consacre 20% de son temps d'entraînement à nettoyer les caniveaux de Mathare avec l'approbation des habitants du quartier. They give us an encouragement. Ils nous encouragent et nous félicitent pour notre travail. That is good work we are doing. Nous sommes très heureux de le faire parce que nous voulons aider nos voisins. We are trying to help our neighbors. It's hard to get somebody. C'est dur de trouver quelqu'un pour ramasser et nettoyer. C'est donc un plaisir d'avoir cette occasion d'aider les gens. It's our pleasure to take this opportunity to clean for people. L'association sportive de Mathare a créé son propre championnat avec une règle particulière. Gagner un match rapporte 3 points. Passer un samedi à nettoyer les rues en donne 6. Victor est un des meilleurs espoirs de sa génération. Les trophées de ses premiers exploits sont accrochés dans sa chambre. Ça, c'est moi. Et voilà notre entraîneur. Nous avons passé une semaine aux Pays-Bas où nous avons joué des matchs amicaux. Nous avons tout gagné. Ça, c'est une médaille que nous avons gagnée. C'est un tournoi en Norvège. Nous sommes arrivés premiers. Je mets tous mes livres ici et j'étudie là. Le projet de développement de Mathare se double d'une étonnante réussite sportive. 10 ans à peine après avoir créé l'association, ils forment une équipe professionnelle qui joue en première ligue et remporte plusieurs fois le championnat kényan. En peu de temps, ils accumulent un nombre impressionnant de trophées qui fait rêver des équipes pourtant beaucoup plus anciennes. Aujourd'hui, Victor passe l'épreuve des sélections pour participer à un tournoi international en Norvège. La Norway Cup, la Coupe du monde des clubs des jeunes de moins de 16 ans, que son équipe a déjà remportée en 2003. Je veux former les meilleurs joueurs, je veux qu'ils soient les meilleurs pour gagner le tournoi. Je dois les aider à se perfectionner et à gagner. Victor a franchi la première étape. Il fait partie des 40 joueurs retenus et devra passer 2 autres tests pour être parmi les 20 chanceux qui poursuivront leur rêve de footballeur dans le nord de l'Europe. Je sais qu'il peut aller plus loin. J'ai vu qu'il est motivé et doué. Et il en a envie. J'attends tout simplement la prochaine rencontre. Quand je serai sélectionné pour le dernier match, je vais fêter ça. À Mathare, le sport est avant tout une école de la vie.
Jusque dans son fonctionnement, le club distille des actions pédagogiques pour responsabiliser les jeunes. Les dirigeants sont élus démocratiquement par le vote de chaque équipe. Moyenne d'âge des responsables, moins de 30 ans. Une première dans un club sportif de cette envergure. Nous retrouvons maintenant notre invité Slim Halbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Il évoque sa conception de l'avenir de la langue française en Afrique, mais aussi sa conviction que la francophonie est en train de s'adapter à une nouvelle donne internationale. Une question qu'il est difficile d'ignorer, c'est la montée de l'insécurité dans certains pays africains. En tant que recteur de l'AUF, est-ce une réflexion que vous avez ? Qu'est-ce qui peut être envisagé pour travailler, continuer à promouvoir l'éducation dans ce contexte ? On ne peut pas rester insensible face à ce genre de questions. C'est des questions sociétales terribles parfois. Vous avez parlé de la violence, de l'incertitude politique. Ça peut aller jusqu'au terrorisme dans certains pays, malheureusement. Et donc, forcément, nous sommes préoccupés de ces questions. L'idée, ce n'est pas simplement d'être inquiet, c'est de dire quelles solutions on peut apporter concrètement. Et aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont en train de se développer, très nouveaux, des systèmes de médiation et de gestion de conflits dans les structures universitaires et éducatives. Alors, encore une fois, ça c'est peut-être l'expérience d'être passé par un ministère, nous avons lancé un réseau de médiation et de gestion de conflits dans les universités tunisiennes. C'est un système qui marche très très bien maintenant, qui est en place depuis maintenant 2 ans. Avec un texte de loi qui a été voté pour soutenir la création de ce système. Et donc ce système, je pense qu'il peut être étalé à beaucoup d'autres pays. J'en ai parlé à un certain nombre de ministres qui sont tout à fait preneurs, parce qu'aujourd'hui c'est un savoir-faire, la médiation, sans prendre parti. Ce n'est pas la médiation syndicale, ce n'est pas la médiation politique, c'est une médiation entre pairs, entre universitaires, entre étudiants et universitaires, entre l'administration et l'étudiant. Souvent il y a des conflits internes. Alors, le rôle de l'université, c'est d'enseigner, d'instruire, de donner des diplômes, mais c'est aussi de donner de la culture, de donner de l'éducation. C'est aussi de gérer ces petits conflits sociaux. Je dis petits parce que, généralement, ils sont petits au départ. Mais lorsqu'ils ne sont pas traités, ils peuvent devenir graves et sortir de l'université et aller dans la rue, comme on dit, et ça devient très grave. Et donc, l'idée, c'est que l'université est aussi un rôle social très important. Et dans ce cadre-là, nous allons essayer de mettre en place avec ceux qui veulent, bien entendu, et ceux qui sentent le besoin, de systèmes d'accompagnement à la médiation et de faire une veille sur les conflits. Parce que les conflits à l'extérieur, ça ne nous regarde pas directement, mais les conflits à l'université, ça nous regarde parce qu'on ne peut pas faire notre mission. S'il y a de la violence, s'il y a des grèves à répétition, s'il y a une incompréhension entre les étudiants et les enseignants, évidemment, ça stoppe le système éducatif. Et donc, voilà comment on voit les choses d'un point de vue vraiment universitaire. En tout cas, l'idée, c'est de préserver la jeunesse à l'intérieur des murs de nos universités. Certaines voix décrivent le français en perte de vitesse dans l'enseignement primaire, secondaire en Afrique et parmi la jeunesse en général. Percevez-vous cette inquiétude et y a-t-il un risque pour la francophonie dans les universités ? Bien sûr que je l'aperçois. Moi, je viens d'un pays très francophone, mais qui voit aussi une certaine déperdition. Je ne dirais pas un recul, comme diraient certains, mais une déperdition. En fait, le monde a changé. Et donc, la promotion de la francophonie doit changer. Ce n'est pas forcément un problème. Mais c'est un problème d'approche de la promotion de la francophonie. Et c'est pour ça que nous avons changé de stratégie à l'AUF. À l'AUF, lorsqu'on a décidé de dire on ne fera plus de programmes qui émanent de la tête d'un certain nombre d'experts, même avec beaucoup de bienveillance, mais des programmes qui émanent de la demande des pays, c'est entre autres pour répondre à une vraie demande des pays francophones, de la jeunesse francophone. Parce que les jeunes sont très pragmatiques. Ils vont là où ils ont leur intérêt. Les jeunes, aujourd'hui, aspirent à une belle carrière. Les jeunes aspirent à voyager, aspirent à faire une carrière internationale. Les jeunes aiment tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est contact direct. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'accès à l'information. La question pour la francophonie, c'est comment s'adapter à cette nouvelle donne internationale inéluctable. Nous, on propose beaucoup de pistes. La première, d'abord, c'est
de considérer la francophonie dans le cadre du plurilinguisme. On n'est contre aucune langue. Bien au contraire, nous continuons, nous, agence de la francophonie, à dire aux jeunes, apprenez le maximum de langues. Plus vous apprenez des langues, mieux c'est pour vous, pour votre carrière et pour votre culture générale. Simplement, notre rôle, en tant qu'agence universitaire de la francophonie, c'est de leur dire, voilà la valeur ajoutée du français. Voilà ce que le français peut vous apporter. Pour votre vie au quotidien, pour votre carrière, pour aller à l'international. Voilà toutes les opportunités dans l'espace francophone du monde. Et sachez que le monde francophone est très divers, très grand, il y a beaucoup de pays. Certains pays sont totalement francophones, d'autres, il y a des niches de francophonie très intéressantes où on peut faire carrière, etc. Donc nous, on s'adresse aux jeunes avec un nouveau discours. D'abord, un discours de la non-culpabilité, on est très serein dans le cadre de la complémentarité avec les autres langues. Ensuite, un discours de l'utilité. Le français est utile. Vous pouvez gagner beaucoup de ce que vous souhaitez dans votre vie à travers l'apprentissage du français. C'est notre rôle de le faire. Et donc je pense que si la francophonie scientifique garde cet état d'esprit d'ouverture, de co-réflexion, de co-construction, d'utilité, il n'y a pas de raison que les jeunes s'éloignent du français parce qu'ils vont voir la raison d'être d'apprendre le français, ils vont voir les avantages, même si en parallèle, ils voudront, et ils auront raison d'apprendre d'autres langues. Slim Ralbous, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Slim Ralbous ainsi que nos émissions sur notre nouveau site news, africaenlair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.